Décolonisation saison 2, Haïti. Épisode 23, Indépendance. Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison consacrée à la guerre d'indépendance haïtienne. En réalité, c'est l'avant-dernier épisode car la semaine prochaine, je vous propose un entretien sur Haïti d'après l'indépendance avec l'historien haïtien Robert Faton. Cela dit, aujourd'hui, on terminera l'histoire de la révolution haïtienne car la guerre d'indépendance sera gagnée aujourd'hui par l'armée indigène. Aujourd'hui, on parcourra les 12 mois entre la mort de Leclerc d'une part et la conquête du Cap français à la bataille de Vertières par Jean-Jacques Dessalines. Cette conquête du Cap marquera la défaite de l'armée française et ouvrira la voie à la déclaration d'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Les 12 mois qui suivent la mort de Leclerc peuvent être divisés en 3 périodes. D'abord, il y a une période d'équilibre où la situation militaire se stabilise jusqu'au printemps 1803. Ensuite, le siège des villes françaises pendant l'été et enfin l'assaut final sur le Cap français. Si on commence donc par la première époque, après la mort de Leclerc, c'est le général Rochambeau qui prend le commandement des forces françaises. Rochambeau, c'est l'adjoint de Leclerc. Et si vous avez bien suivi, on l'a rencontré pour la première fois à l'épisode 9 en 1792. En novembre 1802, Rochambeau devient donc général en chef. Et à ce poste, il réussit dans un premier temps à contenir les insurgés, en mettant à profit 3 facteurs. D'abord, il y a la fin de l'épidémie de fièvre jaune. Elle permet de stopper l'hémorragie en termes d'effectifs, et ensuite, même si Napoléon n'accède pas à sa demande de lui envoyer 30 000 hommes, 10 000 hommes sont quand même envoyés à Haïti après la mort de Leclerc. Ces renforts sont en grande partie des Polonais, mais ils permettent à Leclerc de résister aux insurgés et de garder le contrôle des villes de la colonie. La défense des villes est d'autant plus facile que le combat de siège défavorise l'armée insurgée qui accuse un déficit criant en artillerie et qui n'a pas de génie militaire. Les rebelles se cassent donc les dents devant le Cap français, le môle Saint-Nicolas le 18 novembre, mais aussi Léogane ou Jacmel en février. Rochambeau se permet même de reprendre Port-de-Paix en janvier 1803. Par conséquent, après l'atmosphère de fin du monde qui avait accompagné la mort de Leclerc en novembre 1802, on peut dire qu'en début 1803, Rochambeau, c'est l'homme miracle. Certains blancs commencent même à se dire qu'on va y arriver, et ils commencent à rêver d'un retour à la colonie du XVIIIe siècle. Ça tombe bien, Rochambeau est sur la même ligne, qui le 1er janvier 1803 demande une autorisation spéciale au ministère de la Marine pour proclamer immédiatement le rétablissement de l'esclavage. De fait, en 1803, Rochambeau a complètement aligné ses opinions politiques sur celles des planteurs blancs, dont il partage la haine viscérale pour les Noirs et les gens de couleur. Quand il arrive à la tête de l'armée, à partir de novembre 1802, Rochambeau déclenche donc une violence extrême contre les prisonniers rebelles et la population métisse. Dans les faits, Leclerc a tué plus de Noirs et de gens de couleur que Rochambeau. Mais ce qui distingue ce dernier et qui fait qu'encore aujourd'hui son nom est associé aux atrocités de la guerre d'indépendance haïtienne, c'est la sauvagerie avec laquelle il fait tuer les Noirs et les gens de couleur. Et en cela, si on y réfléchit bien, Rochambeau n'est pas une anomalie. C'est juste un grand blanc qui remet au goût du jour les méthodes des planteurs qu'on a déjà décrites à l'épisode 2. Prenez par exemple sa manière de mettre en scène et de nommer ses meurtres. Je cite, « Noyer 200 individus, c'est un coup de filet national. Pendre, c'est monter en grade.
être dévoré par les chiens, c'est descendre dans l'arène. Fusiller, c'est laver la figure avec du plomb. Et brûler, c'est opérer chaudement. Fin de citation. Pour paraphraser Philippe Girard, avec l'avènement de Rochambeau, c'est le retour d'une violence qui n'a rien de nouveau, la violence coloniale, souvent bizarre et excessive. Et l'épisode le plus infâme de cette violence ancienne et nouvelle survient en 1802 quand Rochambeau fait l'acquisition à Cuba de 200 chiens chasseurs d'esclaves. Ces chiens débarquent au Cap en fin février 1803 dans une ambiance de carnaval. Et Rochambeau décide alors d'organiser une démonstration de la capacité des chiens. Sous un chapiteau dressé dans la maison du gouverneur, il livre un prisonnier noir aux chiens sous les regards d'une foule immense. Vous vous rappelez, Rochambeau appelle ça « descendre dans l'arène ». Mais à la grande déception de la foule à qui on a promis du jeu comme à Rome, les chiens ne dévorent pas le pauvre prisonnier attaché à un poteau. C'est un problème, car the show must go on. Alors, l'officier français qui avait offert son domestique comme cobaye descend lui-même dans l'arène et ouvre l'estomac du noir d'un coup de sabre. C'est à ce moment seulement que l'odeur du sang pousse les chiens à se jeter sur le prisonnier et à le dévorer. Dans les mois qui suivent, les exécutions de ce type se multiplient au Cap, provoquant la grogne des habitants excédés par le bruit. On comprend donc pourquoi les chiens de Rochambeau sont jusqu'à aujourd'hui un des symboles les plus infamants des atrocités commises pendant la Révolution haïtienne. Cependant, c'est pour traquer les rebelles dans les montagnes et l'arrière-pays que les chiens ont été achetés. Et c'est la raison pour laquelle ils embarquent avec les unités françaises à la poursuite des insurgés. Mais patatras, les chiens ne sont pas à la hauteur de leur réputation. Pire, ils sont même un handicap, car dans la confusion des combats, les chiens se retournent souvent contre les soldats français quand ceux-ci exécutent une manœuvre de repli. Illustration au printemps 1803, quand Rochambeau lance une offensive ambitieuse dans la péninsule du Sud. Après avoir reçu des renforts polonais en mars, il rassemble 2000 hommes et les divise en 4 colonnes. À partir des Cayes et de Jérémie, regardez une carte de la péninsule d'Haïti si vous en avez le loisir. À partir des Cayes et de Jérémie donc, 2 colonnes doivent longer l'une la côte nord et l'autre la côte sud de la péninsule, tandis que 2 autres colonnes doivent passer dans le centre et ratisser l'intérieur, appuyées par des escouades de chiens. L'idée, c'est de neutraliser, de nettoyer, de bouter hors de la péninsule toutes les forces rebelles. Une fois la péninsule purgée, Rochambeau pense établir un cordon défensif à l'entrée de la péninsule pour empêcher toute future incursion. C'est ambitieux. Et malheureusement pour Rochambeau, l'opération tourne au désastre. Les 4 colonnes avancent en ordre dispersé et se coordonnent très mal. Résultat, les rebelles passent entre les mailles du filet et le général rebelle Nicolas Geffrard est même en mesure de lancer des contre-attaques victorieuses. Geffrard bat tour à tour chaque colonne avant que celle-ci ne fasse leur jonction. Et les pertes françaises sont tellement importantes que les rapports français préfèrent ne pas donner de chiffres de pertes. Et là, les chiens n'ont servi à rien et ils deviennent à ce moment-là un symbole de l'échec militaire de Rochambeau. En fin de compte, beaucoup de ces chiens finiront mangés par les soldats français lorsque la famine s'installera pendant l'été 1803. Rochambeau échoue donc dans la brousse, mais il tient toujours les villes. On l'a vu, les rebelles n'ont pas l'armement idoine pour prendre d'assaut des villes fortifiées. Ça, c'est la première raison. Mais il y en a une deuxième. C'est que pendant toute la première moitié de 1803, les rebelles ne sont pas encore en ordre de bataille.
Au contraire, ils sont en train de procéder à un laborieux processus d'unification de leurs forces disparates en une armée organisée. Et avec ce processus, l'heure a sonné pour Jean-Jacques Dessalines, derrière qui, en fin de compte, vont se ranger presque tous les groupes rebelles de la colonie. Au départ, pourtant, Dessalines est loin de faire l'unanimité. Il est alors âgé d'une quarantaine d'années et Jean-Jacques Dessalines est sûrement né à Haïti, même si certaines sources le disent bossal. Contrairement à Toussaint ou à Christophe, Dessalines a travaillé dans les ateliers à couper la canne et il porte sur son corps les cicatrices du fouet, ce qui a contribué à sa réputation de brute mal dégrossi. On ne sait pas grand-chose de son rôle dans la révolte de 1791, mais on sait que dans les mois qui suivent, il tape dans l'œil de Toussaint Louverture grâce à son courage au combat. Toussaint en fait alors son guide et la carrière de Dessalines suit de près l'ascension de Toussaint Louverture. On l'a vu dans les épisodes précédents, Dessalines, c'est le bras armé de Toussaint, son exécuteur des basses œuvres. Massacrer l'armée des Rigaud, Dessalines s'en occupe. Punir les cultivateurs qui ne produisent pas assez, c'est pour Dessalines. Réprimer la rébellion de Moïse, Dessalines s'en charge. Massacrer les Blancs en 1802, idem. Ensuite, pendant la campagne de désarmement de Leclerc, on l'a vu, Dessalines est, je cite, le boucher des Noirs. C'est donc un homme qui est détesté aussi bien par les cultivateurs noirs que par les gens de couleur, sans oublier les rebelles marrons. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Dessalines est aussi un fin politique, comme le montre la manière dont il a lâché Toussaint, et aussi la manière dont il a liquidé Charles et Sanité Belair à l'épisode dernier. Et ce sont ces talents, non seulement au combat, mais aussi sur l'arène politique, qui vont l'aider à s'imposer, notamment face à deux groupes, les gens de couleur d'un côté et les rebelles marrons de l'autre. Les gens de couleur, ce sont les anciens partisans de Rigaud, certains revenus avec Leclerc comme Pétion, et d'autres qui sont restés sur la colonie et qui sont très puissants dans le sud, comme Nicolas Geffrard qu'on a déjà évoqué. Et il en faudrait de beaucoup au départ pour que les gens de couleur se réconcilient avec Dessalines. Cependant, l'avantage immense de Dessalines, c'est qu'il est incontournable. C'est le général le plus gradé de l'armée indigène et l'ancienne armée de Toussaint Louverture est la faction la plus puissante de la rébellion. En effet, les vétérans de Toussaint Louverture sont les plus organisés, les plus aguerris et les mieux équipés. Et cette réalité, il y en a un qui la reconnaît dès le départ. C'est Alexandre Pétion. Pétion est alors au nord et il sait qu'il ne peut rien faire sans les unités coloniales. Et il accepte tout de suite l'autorité de Dessalines. On reviendra sur les gens de couleur du sud un peu plus tard, mais je voudrais rester au nord pour montrer que par contre, c'est une autre paire de manches entre Dessalines et les rebelles marrons. Les rebelles marrons ou Congo, ainsi que les cultivateurs, ce sont les gens qui encore quelques semaines auparavant affrontaient Christophe, Dessalines ou encore Pétion. Ils forment la grande majorité des rebelles partout dans la colonie. Pour la plupart, ces gens sont nés en Afrique, ce sont des bossals, d'où leur appellation de Congo. Les marrons ont jadis résisté à Toussaint Louverture, à Rigaud et aux Français. Ils ne vont donc pas se soumettre facilement à Dessalines, l'ancien inspecteur des cultures de Louverture et le boucher des Noirs de Leclerc. L'acrimonie est donc profonde entre les marrons et les anciens officiers de Toussaint comme Dessalines ou Christophe. Un exemple. Quand Christophe fait défection en novembre 1802, il conduit ses troupes dans un camp dirigé par un lieutenant du principal chef marron du Nord qui s'appelle Sans Souci. Et ce lieutenant de Sans Souci répond au doux nom de Petit Noël Prieur.
Petit Noël prieur, est furieux de voir débarquer chez lui un homme qu'il combat depuis des mois, et il ordonne que Christophe soit immédiatement mis à mort. La chance de Christophe, c'est que Clairvaux et Pétion sont alors sur place, et grâce à leurs bons offices auprès de Petit Noël prieur, Christophe échappe à la mort. Vous pouvez donc imaginer la réaction de Prieur, de son chef Sans Souci et de l'autre lieutenant de Sans Souci qui s'appelle Macaya, quand Dessalines leur annonce en 1803 qu'ils doivent se mettre sous le commandement de Christophe. Il n'en est pas question, dit Sans Souci, et il menace de s'en prendre à Christophe. En janvier 1803, Dessalines doit même faire le déplacement lui-même jusqu'au nord pour essayer de calmer la situation entre Christophe et Macaya. Sans succès. Christophe et Dessalines passent alors au plan B. Peu de temps après, Christophe fait assassiner Sans Souci et Macaya après les avoir invités à une fausse réunion de négociation. Et en guise de représailles, les Marrons attaquent le camp de Christophe et tuent le frère de Toussaint Louverture, Paul. Et c'est le même modus operandi, c'est-à-dire la fourberie, que Dessalines utilisera contre le principal chef marron de l'Ouest, l'Amour d'Hérence. D'abord, il nomme d'Hérence à un poste militaire prestigieux pour lui faire baisser la garde. Et lors d'une cérémonie où l'Amour d'Hérence passe en revue ses troupes, Dessalines le fait capturer et jeter en prison où l'Amour d'Hérence trouve la mort. Le message de Dessalines au chef marron est clair. Vous vous soumettez ou on vous tue. La plupart des chefs marrons finiront par se soumettre. Mais il y en a plusieurs d'entre eux qui disent pas question. En particulier Petit Noël prieur. Ces rebelles se retirent dans les montagnes d'où ils descendront pour mener des raids, non pas contre l'expédition française, mais contre l'armée indigène. Il y a donc une guerre dans la guerre, et ces divisions au sein du mouvement insurgé préfigurent des conflits qui surgiront après l'indépendance d'Haïti. Après l'assassinat de Sans Souci, Dessalines s'attaque maintenant au sud, où il doit absolument s'attirer les faveurs des gens de couleur qui sont restés dans la colonie, contrairement à Pétion par exemple. Et ce n'est pas gagné. Les planteurs sudistes sont des anciens propriétaires d'esclaves, et ils sont fermement du côté français, et de plus, ils n'ont pas oublié les atrocités de Dessalines pendant la guerre contre Rigaud. Il faudrait donc un miracle pour que ces anciens planteurs acceptent de recevoir des ordres d'un ancien esclave, qui plus est ancien général de Toussaint. Mais il y a un miracle, et il s'appelle Rochambeau. Comme je l'ai dit plus tôt, Rochambeau est un raciste pur et dur. Et il laisse libre cours à ce racisme en faisant subir des vexations et des cruautés extrêmes aux gens de couleur. Et il va encore plus loin. Rappelez-vous que Rochambeau et beaucoup d'officiers blancs ont rejoint l'expédition Leclerc dans l'espoir de faire fortune aux colonies comme au XVIIIe siècle. Et un des moyens les plus simples d'y parvenir dans le sud, c'est de s'approprier les plantations des gens de couleur. Problème, les gens de couleur ne trahissent pas la France et ils restent fidèles à la République. Qu'à cela ne tienne, Rochambeau fabrique des rebelles là où il n'y en a pas, dans le seul but de spolier les gens de couleur. Il saisit arbitrairement leurs biens, il les emprisonne, les déporte et il y a même des exécutions sommaires. Et c'est ce traitement inique subi aux mains de Rochambeau qui pousse les gens de couleur à se dire « Eh bien, nos intérêts seraient mieux sauvegardés par Dessalines que par la France. » Dessalines, encore une fois, sent bien le coup. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nomme un ancien partisan de Rigaud à la tête de ses forces dans le sud. Il s'agit de Nicolas Geffrard, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Geffrard s'acquitte bien de sa tâche en essayant de convaincre les différents chefs rebelles dans le sud, et en mars 1803, tous les principaux commandants du sud ainsi que plusieurs chefs marrons se sont ralliés à Dessalines. Du coup, en mai 1803,
Jean-Jacques Dessalines a obtenu le ralliement de la majorité des forces rebelles de la colonie. Il ne reste plus qu'à formaliser tout ça. Dessalines invite donc tous les chefs en congrès à l'Arcahaie, une petite ville portuaire entre Port-au-Prince et Saint-Marc. Et le congrès qui se tient à l'Arcahaie est, avec la réunion du Bois Caïman, un des mythes fondateurs de la révolution haïtienne. En vérité, on sait très peu de choses sur le détail du rassemblement de l'Arcahaie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce congrès, Dessalines prend le commandement incontesté de l'armée insurgée, rebaptisée l'armée indigène. Et si le 18 mai est aujourd'hui célébré tous les ans à Haïti, c'est que le congrès de l'Arcahaie donne aussi lieu à la création du drapeau national haïtien à cette date en 1803. La tradition veut que Dessalines, à la demande de Pétion, ait arraché le blanc du drapeau français et ait fait coudre le bleu et le rouge par sa fille naturelle, Catherine Flon. Le nouveau drapeau symbolise donc ainsi l'union des deux communautés, le bleu représentant les Noirs et le rouge les gens de couleur. Du coup, chaque 18 mai, les Haïtiens célèbrent donc la fête du drapeau, qui reste un grand moment de communion patriotique dans le pays. Le printemps 1803 est donc un moment significatif dans le cours de la révolution haïtienne. D'abord, il faut noter le décès en France de Toussaint Louverture le 7 avril. Au revoir Toussaint, il n'aura pas vu Haïti indépendante. Deuxièmement, avec le congrès de l'Arcahaie, c'est aussi la mort du rêve unificateur de Toussaint Louverture. Pour la première fois depuis 1791, les deux communautés non blanches sont enfin unies. Mais elles le sont contre la troisième communauté, c'est-à-dire les Blancs. L'alliance entre les Noirs et les gens de couleur n'est plus de sauvegarder les droits octroyés par la Révolution française, non. Il s'agit maintenant de bouter les Blancs, les Français, hors de la colonie et de déclarer l'indépendance. Troisièmement, enfin, si jusqu'au printemps, la France a encore quelque espoir de conserver la colonie, ces espoirs disparaissent pour de bon, avec la reprise de la guerre avec l'Angleterre. En effet, la guerre reprend au printemps 1803. Et c'est à ce moment que Napoléon tire un trait sur son rêve d'empire colonial américain centré sur Haïti et la Louisiane. À cause de la résistance des Haïtiens, Napoléon n'a pas les moyens militaires de prendre possession de la Louisiane. Il donne donc instruction à ses diplomates de vendre le territoire à la jeune République américaine avec deux objectifs en tête. Premièrement, lever des fonds pour financer la guerre franco-britannique qui s'annonce. Et deuxièmement, s'attirer les bonnes grâces des États-Unis et jouer de cette alliance contre les Britanniques. Par conséquent, si les États-Unis comptent aujourd'hui 50 États au lieu des 13 États fondateurs, ils le doivent en partie à Haïti. À Haïti donc, Rochambeau se rend compte en mai 1803 qu'il est désormais tout seul. Dès que la guerre est officiellement déclarée entre la France et la Grande-Bretagne, la marine britannique bloque tous les ports de la colonie. Toute liaison avec la métropole est désormais impossible, ce qui veut dire plus de ravitaillement et plus de renforts. Pire, les villes françaises ne peuvent plus communiquer entre elles, car en plus d'être bloquées par les navires britanniques, elles sont presque toutes assiégées sur terre par l'armée indigène. L'été 1803 est donc un long chemin de croix pour les forces françaises. Les maladies tropicales refont leur apparition, mais surtout, la famine s'installe. On meurt de faim à Port-au-Prince ou au Cap-Français, et le corps expéditionnaire passe ainsi de 15 000 hommes en mars à 11 000 en août, alors qu'il n'y a pas d'affrontement majeur. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et la phase finale de la guerre est cousue de fil blanc. À partir de juillet 1803, Dessalines passe donc à l'offensive, avec pour objectif de s'emparer de la dizaine de villes encore sous contrôle français. Sa stratégie est simple,
mettre le siège devant toutes les villes et laisser la famine décimer les garnisons françaises. Ensuite, sans lever le siège, il concentre des forces sur un seul point et force les Français à se rendre ou à évacuer par la mer, et ainsi de suite jusqu'à la conquête de toutes les villes. C'est donc parti pour la grande tournée Dessalines de l'été 1803. Première date, Jérémie. À Jérémie, le commandant de la garnison française s'était mis déjà toute la population à dos, ainsi que ses soldats à cause de sa cruauté extrême. Quand donc le général rebelle Geffrard encercle la ville avec 4000 rebelles blancs et de couleur, les soldats polonais qui sont côté français désertent en masse et la situation devient intenable en ville. Finalement, la garnison française évacue par la mer où elle est interceptée par les navires anglais. Beaucoup de colons restent et accueillent Geffrard à bras ouverts. Ensuite, c'est au tour de Saint-Marc, mais là, la garnison oppose une résistance acharnée avant de se faire décimer et de céder le terrain le 2 septembre. Cette résistance inutile à Saint-Marc finit de convaincre les autres villes de suivre l'exemple paisible de Jérémie. C'est le cas dans la ville d'Écailles, puis à Fort-Liberté, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Port-au-Prince et le Cap-Français. C'est en début octobre que Dessalines en personne arrive devant Port-au-Prince avec des pièces d'artillerie lourdes capturées à Saint-Marc. Et là, il envoie un message et menace de réduire la ville en poussière. Dans la ville, la situation sanitaire est critique à cause du manque d'eau et de nourriture. Eh bien, l'arrivée de Dessalines achève de convaincre le commandant de la garnison d'évacuer lui aussi la ville. Dessalines accepte de le laisser partir, mais obtient en échange que l'arsenal ne soit pas détruit. Il entre ensuite dans la ville et fait preuve de mansuétude avec les colons blancs, histoire de semer le doute chez les colons du Cap-Français, la dernière ville à conquérir. Le Cap-Français donc, la perle de nos Antilles, dernier réduit du corps expéditionnaire français si on accepte le môle Saint-Nicolas. Avec les maladies, la famine et la guerre, c'est une ambiance de fin du monde qui règne encore au Cap-Français. Mais en attendant l'Apocalypse, c'est le Cap ou les 120 jours de Sodome. Pendant tout l'été 1802, Rochambeau passe le plus clair de son temps à donner des balles, à divertir les dames et à satisfaire ses penchants libidineux. Il fait rebâtir le théâtre et pour oublier la guerre, il organise des orgies dignes de Néron. L'écrivaine américaine Mary Hassall Sansey raconte ainsi une fête somptueuse donnée sur un navire de guerre transformé, tenez-vous bien, en jardin tropical. Bref, vous voyez le topo quoi. Puisqu'on va tous mourir, autant boire, danser et s'envoyer en l'air. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et la fin approche en mi-novembre, quand Dessalines arrive devant le Cap-Français avec son armée. Et quelle armée? 15 000 hommes, commandés par Dessalines, Vernet, Christophe, Romain, Clairvaux, Cangé, Capois-la-Mort, 15 000 hommes qui reviennent là où tout a commencé en 1791, c'est-à-dire la plaine du Nord. L'armée indigène s'installe sur la plantation Lenormand de Mézy, là où a eu lieu la réunion du 14 août 1791 dont on a parlé à l'épisode 5. Cependant, le champ de bataille est lui aux abords de Breda, l'ancienne habitation de Toussaint. Et c'est là, dans un endroit appelé Vertières, que 2700 soldats et 500 gardes nationaux français défendent un réseau de blocos qui garde l'entrée du Cap français. C'est là qu'à partir du 18 novembre a lieu la bataille de Vertières, aboutissement spectaculaire, sanglant, mais aussi mal connu de la guerre d'indépendance haïtienne, selon l'historien Jean-Pierre Glonet, que je citais dans mon introduction à cette saison il y a déjà 23 épisodes. À Vertières, les soldats français sont assiégés par un ennemi beaucoup plus nombreux, mais les Français disposent d'une artillerie redoutable.
Il résiste donc tant bien que mal aux assauts, aux vagues d'assauts incessantes des hommes de Capois la mort, qui montent au combat au cri de grenadier à l'assaut, ça qui mourit à ferraillot, n'y a point papa, n'y a point maman. Et après 24 heures d'affrontements intenses, et devant les vagues incessantes de combattants indigènes, les Français sont obligés de battre en retraite et d'évacuer vers Thiers. L'armée indigène a subi d'énormes pertes. 1200 morts au bas mot et 2000 blessés contre 150 morts et 400 blessés français. Mais le résultat est là. La route du Cap est ouverte et la ville est à la merci de l'armée indigène. Le général Rochambeau n'a plus d'autre choix que d'ouvrir des négociations avec Dessalines. L'issue de ces négociations, c'est que Dessalines accepte de laisser les Français évacuer la ville sous 10 jours, s'ils laissent les édifices et les forts militaires intacts. 10 jours passent, mais Rochambeau n'a pas bougé et n'a pas évacué. La raison, c'est que le général français cherche encore un moyen de ne pas se faire capturer par la marine britannique qui veille au grain au large du Cap français. Et là, Dessalines se dit, bon, maintenant on arrête de déconner. Et le 28 novembre, Jean-Jacques Dessalines entre dans le Cap français avec 2000 hommes, poussant Rochambeau à prendre la mer en catastrophe, accompagné de 3800 civils et militaires français. Tout ce petit monde est immédiatement cueilli par la marine britannique. Quelques jours plus tard, les hommes de Dessalines s'emparent aussi du môle Saint-Nicolas, évacué par la garnison française. Ainsi donc se termine l'expédition Leclerc. Alors que 43 000 soldats ont été envoyés par Napoléon en 1802 pour reprendre le contrôle de la colonie, à peine 7 000 sont encore en vie quand l'armée française en déroute évacue la colonie. Et si on prend en compte les renforts envoyés entre 1802 et 1803, on estime à environ 50 000 le nombre de morts français. Dans le même temps, environ 100 000 Haïtiens ont succombé pour sauvegarder leur liberté puis conquérir leur indépendance. Avec la chute du Cap français, ce sont aussi 3 siècles de colonisation européenne qui prennent fin sur la partie française d'Hispaniola. Et pour marquer l'événement, une déclaration préliminaire d'indépendance est proclamée le 29 novembre, signée par Dessalines, Christophe et Clervaux. Cette déclaration, destinée principalement aux Français restés au Cap, parle encore de Saint-Domingue et promet la vie sauve aux Blancs s'ils renoncent à l'esclavage. Avance rapide jusqu'en décembre 1803 et Dessalines veut proclamer l'indépendance de manière beaucoup plus formelle le jour de l'an 1804. Or, qui dit nouvelle cérémonie, dit nouvelle proclamation. Dessalines charge donc son secrétaire de préparer cette nouvelle proclamation. Il reçoit celle-ci la veille du Nouvel An, mais il est déçu par le ton formaliste de la proclamation. Il se tourne alors vers son jeune aide-de-camp et secrétaire, Louis Boiron-Tonnerre. Boiron-Tonnerre est un homme de couleur, né dans une famille riche de planteurs d'indigo et qui a souffert des politiques racistes, raison pour laquelle il voue une haine implacable à la France. Louis Boiron-Tonnerre est briefé et il comprend le brief. Il dit à son chef qu'il va utiliser, je cite, « la peau d'un blanc pour parchemin, le crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour la plume. » Fin de citation. Selon la légende, Boiron-Tonnerre travaille toute la nuit et à l'aube du 1er janvier 1804, on le retrouve endormi à son bureau, la tête posée sur la déclaration d'indépendance haïtienne, dont je vais vous faire la lecture dans un épisode bonus qui paraîtra en même temps que cet épisode. Je vous laisse donc pour la dernière fois aujourd'hui et je donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'entretien avec l'historien haïtien Robert Faton. D'ici là, portez-vous bien et salut hein. Nyo
na jake ñëwaat na jake ñëwaat na jake re na mu ñëw